Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de la série Comprendre l'IA, je vais essayer de répondre à la question, d'expliquer pourquoi l'IA déçoit. Alors bon, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça parce que certains d'entre vous, certainement peut-être la majorité, ne sont pas déçus par l'IA et pensent que l'IA c'est extraordinaire. Alors je vais expliquer un petit peu plus dans la suite de la vidéo, je vais expliquer spécifiquement ce point. Donc là ici j'ai représenté l'IA par une licorne, hein. Donc une licorne qui est un animal mythologique extraordinaire, très rare et voilà, on parle souvent de licorne pour parler de quelque chose d'extraordinaire. Bon, en fait, j'en sais rien, mais je lui ai mis une fausse corne ici. Donc, l'IA crée un peu une illusion, crée des illusions. En fait, on s'attend à voir des choses extraordinaires, que l'IA va nous programmer des applications en toute autonomie, par exemple, et on peut être déçu par l'IA. C'est pas obligé, mais voilà. En tout cas, on va traiter le côté de déception aujourd'hui. Donc là, j'ai mis une fausse corne. Donc, en réalité, c'est un cheval qui a une fausse corne, et puis voilà, l'IA ici est fatiguée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, par IA, j'entends LLM. Et en fait, là, j'ai mis LLM, j'aurais plutôt dû mettre outils d'IA générative, tels que ChatGPT, Claude, Gemini, pour les plus connus. Donc c'est un abus de langage, bien sûr, hein, j'en suis conscient, et dans la description de la vidéo, je donne quelques explications. L'IA, c'est un domaine de l'informatique qui existe depuis très longtemps, depuis des décennies, bien avant que les LLM ne soient inventés et ne soient popularisés. Mais voilà, donc dans ce contexte, pour rester pédagogique, généraliste, hein, on utilise le terme IA pour désigner les outils d'IA générative tels que ChatGPT, Gemini, Mistral, Grok, etc. Et donc ces outils, on les utilise de plus en plus pour faire des tas de choses. C'est des outils en fait très versatiles, très tout-terrain, qui permettent de faire tout ce qu'on veut, qui peuvent répondre à toutes les questions. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le débat, il y a des gens qui sont très très enthousiastes par rapport à l'IA. Donc moi par exemple, je suis assez enthousiaste, je pense. Et il y a des gens qui sont très sceptiques. Alors bien sûr, les gens ils se positionnent parfois sans même avoir utilisé, a priori pour telle ou telle raison, mais il y a aussi quand même des gens qui l'ont utilisé et qui peuvent être soit enthousiastes, soit sceptiques. Et donc les enthousiastes, par exemple, vont s'imaginer que l'IA, c'est une véritable révolution et peut tout changer et peut réaliser des quantités de travail énormes et peut programmer des choses en autonomie, etc. Et même, alors si on est enthousiaste, si on va très très loin, on s'imagine que l'IA va devenir plus intelligente que l'être humain très rapidement et ensuite, bon, que ça va être bénéfique ou négatif. Là, l'enthousiasme peut se transformer en chose très négative si on pense que l'IA va essayer de nous attaquer comme dans Terminator par exemple. Donc ça, mais c'est les gens qui pensent que l'IA est très efficace, très intelligente, très puissante. Et les gens sceptiques, c'est ceux qui vont dire que l'IA ce n'est qu'un gadget, que ça fait des erreurs, que c'est pas utile, que c'est de la poudre aux yeux et que finalement c'est mieux, par exemple pour le développement, c'est mieux des développeurs humains et que l'IA c'est juste un gadget de plus qui peut avoir son utilité mais très limitée. Eh bien, on va se placer plutôt du côté des sceptiques parce que aussi, en fait, l'IA, elle peut créer un enthousiasme au début et après décevoir. Je pense que tout le monde passe plus ou moins par là, ou pas forcément, mais on va essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles l'IA déçoit. Donc je vous donne directement les raisons, hein, c'est un plan, il paraît qu'il ne faut pas faire ça dans les vidéos YouTube pour laisser un peu de mystère, mais et pour faire que les gens vont voir, mais bon, c'est pas grave, ici c'est une vidéo pédagogique, donc je donne le plan afin que vous puissiez savoir où on va. Donc on demande des choses trop compliquées, première raison, trop compliquées par rapport aux capacités de l'IA, on surestime les capacités de l'IA, on lui demande de faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire, parce que c'est pas encore aussi intelligent qu'un être humain, c'est pas assez intelligent, ou alors on ne sait pas utiliser l'IA, donc on lui pose des questions... ça rejoint un peu la même chose, demander des choses trop compliquées, c'est une manière de mal utiliser l'IA, mais... Voilà, donc je vais développer cet aspect-là un peu plus en détail. Et ensuite, autre raison, c'est que l'IA ne progresse plus. Donc ça, je ferai référence à une vidéo que j'ai tournée il y a quelques mois. Je reste toujours sur mes positions selon laquelle l'IA ne progresse plus même depuis des années, même si on a l'illusion que ça progresse toujours. Je vais expliquer pourquoi dans cette partie.
Et donc on a des attentes irréalistes, on s'imagine que l'IA est dans un progrès exponentiel et en réalité ce n'est pas le cas, alors ça progresse un petit peu mais pas tant que ça et donc on est déçu. Voilà, donc ça c'est le plan. Donc première partie, on demande des choses trop compliquées. Alors pourquoi on demande des choses trop compliquées? Parce que l'IA, ça semble facile à utiliser. On a envie d'utiliser l'IA parce qu'on peut lui parler, on peut écrire, on peut demander tout et n'importe quoi, et l'IA a une réponse à tout, va toujours nous donner une réponse qui ne sera pas forcément exacte. On peut lui demander de programmer des choses relativement compliquées et l'IA va le faire, c'est pas sûr que ça va marcher. Donc ici, petite image d'usine à gaz. Donc l'IA, j'écris, c'est magique, mais pas tant que ça. Dès qu'on va rentrer dans des choses vraiment compliquées, complexes ou originales, l'IA ne sera pas capable de faire ça en fait, de faire ce qu'on demande. Donc, par exemple, c'est tentant de demander à l'IA de faire des calculs mathématiques, etc. Mais de par sa nature statistique, LLM n'est pas un outil qui est conçu pour faire du calcul mathématique, des additions, des équations, du calcul formel, etc. Alors maintenant, les outils d'IA génératifs sont capables de le faire parce qu'ils sont connectés d'autres outils qui permettent de faire du calcul. Mais ça reste quand même assez limité. Et voilà, donc ça c'est un exemple de situation. On peut imaginer demander à l'IA de résoudre des théorèmes, ou du moins à ChatGPT, alors qu'il faudrait une IA spécialisée. Et encore, bon ça, donc là, j'ai pas d'exemple très précis à donner, mais l'IA ne va pas être capable de résoudre des problèmes de programmation vraiment complexes. Donc il y a des tas de gens qui vantent les mérites de l'IA, qui sont subjugués et étonnés, époustouflés par les qualités de programmation de l'IA. Alors moi, donc je fais mes petites expériences personnelles, notamment sur CinéPS, le site du ciné-club dont je fais partie, qui est une petite application qui est pas très compliquée. Alors c'est super, ça nous fait gagner vraiment beaucoup de temps. On programme, on développe des choses, etc. grâce à l'IA. Mais il y a quand même des limites. Il y a des limites à ce qu'est capable de faire l'IA sur une base de code existante, qui n'est pas une base de code très compliquée, ni très mauvaise, mais quand même, on arrive vite, dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu compliqué, à toucher la limite de l'IA. Alors j'utilise ChatGPT et Claude, peut-être qu'il y a des IA de code spécialisés, peut-être que je l'utilise mal. Et d'ailleurs, sur la chaîne, on fera des vidéos un petit peu là-dessus sur la programmation. Je voulais pas en faire au début, mais je pense qu'on en fera quand même quelques-unes. Voilà, à titre d'illustration, pour voir comment on peut utiliser l'IA dans le monde du développement logiciel. Et aussi, voilà, autre chose, donc on s'imagine que l'IA va pouvoir faire des choses en autonomie et sans contrôle. Eh bien non, en fait l'IA fait toujours des erreurs et les erreurs se cumulent et quand on ajoute des erreurs sur des erreurs sur des erreurs, eh bien ça dérive au bout d'un moment et ça devient n'importe quoi. Donc ça, les gens qui essayent de faire des choses un peu complexes, un peu sophistiquées avec l'IA, s'en plaignent sur les forums, voilà, vous pouvez avoir facilement des plaintes, des complaintes là-dessus et c'est normal parce que enfin, c'est normal, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne l'IA. Donc, quand on demande quelque chose d'un peu compliqué à l'IA, il faut lui donner étape par étape et faut corriger régulièrement ce que l'IA produit. Sinon, en autonomie, l'IA va dériver, va faire de plus en plus d'erreurs. En revanche, si on corrige régulièrement les choses, et même si on guide l'IA pour faire du refactoring, etc., ben là, l'IA va pouvoir nous simplifier la tâche, nous programmer pas mal de choses. Donc, et autre exemple assez pertinent, c'est quand j'avais essayé de faire générer des slides par l'IA. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a plus d'1 an maintenant. Alors ça mériterait que je refasse des tests avec les nouveaux modèles qui sont certainement meilleurs. J'avais essayé de générer des slides. Et à mon sens, ce n'est pas satisfaisant. L'IA ne permet pas de faire une bonne qualité de slide. Faire une présentation sur un thème, par exemple sur un sujet d'agilité, je crois que j'avais demandé les assessments agiles comme thème, eh bien faire une présentation from scratch, donc demander de faire une présentation d'elle-même, c'est extraordinairement complexe parce qu'il faut un plan, il faut décider d'un plan, il faut que l'IA crée le fond, le contenu, la matière, les slides, le message qu'il y a dans les slides, et il faut qu'elle fasse la forme. Donc la forme, c'est les différents slides, les images qu'il y a dedans, le style, le positionnement du texte, etc.
Quand on cumule tout ça, on se rend compte que c'est extrêmement complexe. Alors bien sûr, il y a des IA qui vont vous faire quelque chose qui ressemble à une bonne présentation, mais si on est vraiment exigeant, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas d'un niveau professionnel. Beaucoup de gens peuvent s'en satisfaire parce que ils sont pas très bons en présentation certainement. Par exemple, voilà, je cite souvent ce livre, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais sur la chaîne Slideology de Nancy Duarte, donc qui est un très bon livre, donc dont je me sers régulièrement. Enfin non, je m'en sers pas régulièrement, je le montre régulièrement. Bon, je l'ai lu il y a un moment et en fait. Donc ça explique comment faire des présentations. Alors je précise que moi ce que je montre dans mes vidéos, les slides que je fais dans mes vidéos ne sont pas tellement des bonnes slides. Je ne fais pas tellement des bonnes présentations. En fait, moi ce que je fais dans les vidéos, c'est très fortement contraint par le temps. Toutes les vidéos que je fais, elles sont faites en très peu de temps. En réalité, la production se fait en très peu de temps. Donc je suis obligé de ne pas respecter, par exemple, d'écrire des phrases entières, etc. Donc une présentation, ça se prépare. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le livre de Nancy Duarte, que ça prend beaucoup de temps de faire une bonne présentation. Eh bien, quand on n'a pas le temps, on est obligé de faire des compromis. Et l'IA, elle fait plus que des compromis. Elle fait, à mon sens, des mauvaises présentations. Donc, on refera des vidéos là-dessus. J'ai bien compris quel était le problème. J'ai décomposé, en fait, j'essaye toujours, parce que moi ça m'intéresse de faire des présentations par l'IA. Aucune de mes présentations n'a été générée par l'IA. Donc toutes les vidéos que je fais, c'est moi qui écris tous les slides, qui trouve toutes les idées, etc. Alors les images, en revanche, elles sont toutes générées par IA. Parce que quand j'ai une idée d'image, je demande à générer, elles sont toutes générées par IA. C'est écrit en bas de chaque slide d'ailleurs. Mais aucune de mes présentations n'est générée par IA parce que c'est très compliqué et je cherche encore un moyen de faire générer des présentations parce que j'espère gagner du temps, bien sûr, en faisant ça. Et j'ai décomposé le problème en plein de sous-problèmes et donc faire une présentation sur un sujet, sur un thème, même un sujet scolaire, ça reste quelque chose de très compliqué, d'assez complexe. Et c'est un gros travail, et pour l'instant, en tout cas la dernière fois que j'ai testé, l'IA n'était pas encore capable de le faire en autonomie. Donc du coup, on peut être déçu. Bien sûr, il y a des gens qui veulent faire une présentation pour faire une présentation. Par exemple, on est étudiant, on a une présentation à faire, on n'a pas envie de la faire, on n'a aucun temps à consacrer à ça, on veut faire le minimum vital. Et bien là, l'IA va très bien pouvoir générer une présentation de qualité médiocre qui fait illusion et voilà, on pourra peut-être avoir 10 sur 20, puis ça aura pris très peu de temps. Donc effectivement, mais si on veut vraiment transmettre un message, avoir une présentation de qualité professionnelle, là ça va pas parce que c'est un problème trop complexe et trop gros. Mais ce problème-là, typiquement, je pense que on va y arriver tôt ou tard, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas. Ça reste un gros problème, mais il y a d'autres problèmes encore plus gros. Donc voilà, demander des choses trop compliquées. Par exemple, donc un collègue avec qui je discutais, il me dit que il veut faire un compilateur ou je sais plus si c'est un compilateur ou un traducteur de langage, un transpiler ou je sais pas quoi, à partir d'une grammaire qui demande à l'IA et que l'IA ne lui fait pas ce qu'il veut du premier coup. Mais ça, je pense que c'est un problème assez complexe. Moi, personnellement, je fais la roue des prénoms que vous avez vu sur le site, des petites applications de moins de 500 lignes de code qui en web, en CSS, HTML, JavaScript. Donc pour ça, l'IA, c'est parfait. Et c'est déjà impressionnant, c'est super. Mais si on veut vraiment faire des choses plus professionnelles et de qualité professionnelle, l'IA n'est pas capable de le faire en autonomie. Donc première raison d'être déçu. Donc ne vous faites pas d'illusions, l'IA ne va pas remplacer aussi rapidement que ça les développeurs, je pense. Ensuite, deuxième raison, on ne sait pas utiliser l'IA. Donc l'IA quand même rend bien des services, donc moi je trouve que c'est génial, mais souvent elle est mal utilisée. Donc l'IA, faut le voir comme un outil et pas comme quelque chose qui va nous faire les choses tout seul. Donc un outil entre guillemets de génération de code si on fait de la génération de code, mais ça vaut aussi pour les textes, etc. Donc c'est un outil qu'on va devoir piloter. Donc l'IA, il faut la guider. Donc quand on lui donne des instructions, il y a une manière de lui parler, mais c'est pas tellement le prompt engineering le plus important, même si ça compte un peu. Vous avez certainement sur YouTube des tas de chaînes qui parlent du prompt engineering, mais ce qui est plus important, c'est le workflow global, la manière dont vous allez découper le travail mais vous-même et donner à l'IA quelque chose à faire étape par étape.
et comment vous allez la corriger petit à petit. Donc par exemple pour mes, alors je l'ai pas mis là, j'aurais dû le mettre, mais pour mes petites applications que je fais sur le site, bon j'ai fait plein de vidéos de vibe coding, c'est une bonne inspiration de comment on peut s'adresser à l'IA et comment on peut faire étape par étape et découper le travail pour qu'elle fasse des applications. Donc j'arrive à faire des petites applications en 1 heure à peu près et voilà, et ça fonctionne bien. Mais il y a un certain découpage logique. En fait, il faut partir d'un code très simple, d'un MVP, et ensuite rajouter des fonctionnalités. Et c'est pas forcément évident. Si on veut tout dès le début, il y a de bonnes chances qu'on n'y arrive pas et qu'on se perde là-dedans. Donc voilà, il y a des méthodes à connaître. Par exemple, pour dessiner les rétrospectives, j'ai utilisé la technique du métaprompt, où on demande l'IA non pas de directement dessiner un template de rétrospective, mais d'écrire un prompt qui permet de dessiner un template de rétrospective. Donc je l'explique dans cette vidéo. Pareil, pour dessiner les images, toutes mes illustrations, alors non pas toutes, certaines illustrations sont faites sont prises sur le site Flaticone, mais beaucoup de mes illustrations, comme celle-ci par exemple, avec le bonhomme et l'étagère penchée, c'est fait par IA et je l'ai fait très rapidement, mais avec une certaine méthode que j'ai expliquée ici. Donc voilà, c'est un petit prompt et en fait la méthode d'ailleurs je l'ai affinée depuis, donc il faudrait que j'en fasse une deuxième vidéo. Et il faut savoir que l'IA c'est jamais parfait, donc ça il faut l'accepter. Donc les gens peuvent être déçus parce qu'ils s'imaginent que l'IA va deviner exactement ce à quoi il pense et ou va faire quelque chose sans erreur. Non, il y a toujours des erreurs et on peut perdre énormément de temps si on essaye de faire un résultat parfait avec l'IA. Donc, par exemple, si on fait une génération d'images, il faut accepter que l'image ne correspondra pas exactement à ce qu'on veut et parfois même qu'il y aura des erreurs qu'on n'arrivera pas à lui faire corriger. Donc, il faudra l'éditer avec un éditeur d'images, tout simplement. Donc, supprimer des défauts, couper des choses. Donc, moi, je le fais souvent. En général, la plupart de toutes ces illustrations, vous voyez plein d'illustrations. Par exemple, ça, je les génère en une seule fois parce que je n'ai pas le temps parce que ça prend du temps en fait. Tout simplement, je vais aller très vite pour faire les vidéos. Et donc, en revanche, j'ai une approche qui me permet d'obtenir un résultat très correct en très peu de temps, quitte à parfois faire un petit peu d'édition avec Paint.net. Donc, il faut être capable de faire de la retouche. Donc ça, c'est très important parce que pour bien exploiter l'IA, il ne faut pas s'imaginer que l'IA va tout faire parfaitement, il faut être en mesure de corriger l'IA et c'est valable aussi pour le code d'ailleurs, et même surtout pour le code. Et donc en fait, pour être capable de corriger l'IA, il faut être soi-même, entre guillemets, plus intelligent que l'IA. Donc parce que si on est très mauvais en programmation ou si on ne connaît pas la programmation du tout, si on est débutant et qu'on espère faire des programmes avec l'IA, on va jamais être en mesure de corriger l'IA, de comprendre quels sont les bugs, quelles sont les erreurs. Et ben on ne pourra pas orienter l'IA, donc on va moins bien l'utiliser. Donc là, on sera limité dans notre usage de l'IA, on ne saura pas bien lui découper le travail, on ne saura pas le recadrer pour chaque erreur qu'elle fait. Donc l'IA, c'est vraiment quand même un outil, c'est un outil extrêmement puissant, hein, extrêmement rapide, qui fait énormément de choses, qui génère énormément de choses, mais il faut quand même que ça soit piloté par un être humain pour corriger les erreurs, pour guider, etc. Donc une illusion qu'on a souvent, c'est qu'on pense que l'IA va compenser notre manque d'intelligence sur un sujet, entre guillemets, va nous apporter quelque chose qu'on ne sait pas faire du tout ou qu'on n'imagine même pas, mais va le faire pour nous. En fait, bon, ça peut être valable dans une certaine mesure, mais si on veut aller plus loin, il faut quand même avoir des compétences de base en programmation, en retouche d'images, etc., pour pouvoir corriger ou à minima pour pouvoir guider l'IA. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, du coup, il y a une manière d'utiliser l'IA et il y a ce que j'appelle moi des use cases. Donc ici, je vous ai mis les différents une liste de use cases pour lesquels l'IA fonctionne et pour lesquels moi je donne des modes d'emploi dans mes vidéos. Donc ça rentre dans le cadre de l'apprentissage de l'IA. Et en fait, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Bon, il y a certainement des tas de formations sur Internet. Bon, moi personnellement, je ne vends pas de formation, mais vous avez toute cette chaîne YouTube, toute la partie IA est un peu une formation d'une certaine manière, même si c'est pas très cadré parfois. En fait,
chaque personne qui va utiliser l'IA, chaque métier, chaque corps de métier, etc., doit découvrir les use cases pour lesquels l'IA va être efficace et doit découvrir comment utiliser l'IA pour un certain use case. Donc moi, par exemple, je l'ai fait pour les templates de rétrospective. J'ai fait plein de vidéos, c'est même ennuyeux. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont intéressés par ça en réalité, à part voilà, quelques Scrum Masters qui peuvent être intéressés par faire des rétrospectives avec l'IA. Ça reste quand même assez limité. Mais moi, j'ai creusé par exemple ce sujet-là. Mais en fait, il y a 1000 sujets à creuser, peut-être certainement plus que 1000, des millions à creuser. Chacun doit le trouver et ça doit créer une culture d'utilisation de cet outil IA. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut trouver les use cases utiles. Alors, voilà, autre exemple qui marche, bah voilà, entre guillemets, je fais la pub pour mes vidéos, même s'il n'y a pas de pub, rien n'est monétisé. Mais ici, dans cette vidéo, je vous donne tous mes gadgets utiles donc que j'ai fait avec l'IA. Donc ça peut servir d'inspiration. Donc ici vous avez sur mon dépôt GitHub, vous avez tout et puis vous avez la plupart sont créés dans les vidéos. Donc ça c'est un exemple de use case qui marche. Donc ils ne déçoivent pas, mais ça reste des use cases très limités, très simples, des petites applications web, voilà de 500 lignes de code. Et après, bien sûr, on peut espérer faire plus complexe. Alors, autre raison pour laquelle l'IA ne progresse plus, c'est parce qu'on n'avait pas d'IA. Donc, je crois que c'est sorti fin 2022, ChatGPT, la première version qui a bouleversé le monde, on peut dire presque. Mais avant ça, on n'avait pas ce genre d'outils. Il y a des outils existaient, mais c'était pas du tout aussi bien. Et quand ces outils sont apparus, ça fait des progrès très rapidement. Et on a eu l'impression que les progrès sont exponentiels, que ça progresse à une vitesse grand V, et que l'IA devient plus intelligente tous les jours. En réalité, moi je pense que c'est faux. J'explique tout ça dans cette vidéo en détail, donc allez la voir, pourquoi l'IA ne progresse plus. Et en fait, on a une croyance dans ce progrès, mais qui ne se matérialise pas ou qui se matérialise sous forme d'illusion et finalement qui finit par nous décevoir. Alors pourquoi l'IA ne progresse plus ? Parce que l'IA a été permise par des avancées technologiques qui sont apparues, voilà, mais qui ont permis de faire les LLM. Ça a été rendu possible par le fait qu'on a donné une grande quantité de données, puis qu'on avait accès à une grande puissance de calcul pour traiter toutes ces données. Et en fait, la quantité de données, on ne peut pas l'augmenter parce qu'on a déjà créé les LLM les plus puissants possibles avec toutes les données de la Terre. Et puis, la puissance de calcul n'augmente pas tant que ça, elle n'augmente pas exponentiellement. Et voilà, il faut des data centers toujours plus gros, des entraînements toujours plus gros pour faire toujours des meilleurs modèles. Mais les nouvelles versions de modèles ne sont pas tellement meilleures que ça. En fait, alors bien sûr, il y a un progrès, mais qui est vraiment minime et pas du tout... moi, je trouve que il n'y a pas une différence radicale, extraordinaire entre ChatGPT 3.5, la première version que j'ai utilisée, et ChatGPT 5. Alors, bien sûr, c'est quand même beaucoup mieux, mais il n'y a pas un changement de nature dans l'intelligence, quoi. C'est juste mieux. C'est comme si vous avez une voiture. Bon, la première voiture qui existe, elle roulait peut-être 10 km/h. Donc, petit à petit, les voitures roulent à 100 km/h, 130, etc. Puis elles sont bien plus confortables au bout d'un moment. Mais ça reste qu'une voiture. C'est pas un changement radical. Et puis entre la voiture à 50 km/h et la voiture à 100 km/h, bien sûr, il y en a une qui est mieux, mais c'est pas un changement de nature, c'est pas un avion, ça permet pas de se téléporter. On atteint un plafond, et puis une fois que les voitures sont capables d'aller jusqu'à 130, 150, ça ne progresse plus parce qu'après on peut plus les piloter, il y a d'autres problèmes, etc. Là, c'est pareil pour l'IA. En fait, on atteint assez rapidement le niveau maximum d'intelligence entre guillemets, et je pense qu'on ne va pas surpasser ce niveau d'intelligence dans les prochaines années. Bon, j'explique mieux dans cette vidéo. Et du coup, si on croit que l'IA, donc allez la voir hein, si ça vous intéresse, si vous voulez être convaincu par mes arguments. Donc du coup, on croit que l'IA progresse énormément, extrêmement vite, non. Alors ce qui progresse en revanche, c'est tout l'outillage et toute la découverte des use cases et comment utiliser les LLM. Les LLM eux-mêmes ne progressent pas si vite que ça. Bon, il y a quand même des progrès. Ce que je dis, c'est un peu caricatural. Bon, voilà, peut-être que certains s'exprimeront dans les commentaires. Bon, en réalité, je dis souvent, dites-le dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais en réalité, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, donc je les lis. Je lis tous les commentaires, mais j'ai vraiment du mal à répondre, même si j'en ai très peu, parce que ça prend quand même du temps. J'essayerai quand même de répondre tôt ou tard, mais voilà, faut être patient si jamais vous voulez débattre de ça. Donc ce qui progresse, c'est tout l'outillage, la découverte de ces use cases et l'apprentissage qu'on fait de l'IA. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui peut créer le progrès.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, oui, bon, est-ce que voilà, j'ai ça, par exemple, je fais un petit peu de pub pour la chaîne entre guillemets, mais c'est pas vraiment de la pub, rien n'est monétisé. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a toute la chaîne il y a tout un tas de playlists et il y a notamment la playlist Agilité et IA ici où il y a les vidéos essentielles qui montrent tout un tas de use cases. Alors je sais même pas comment on gère une playlist, voilà. Donc j'ai fait tout un tas d'expériences autour de ça, donc n'hésitez pas à aller creuser pour essayer de comprendre comment on peut utiliser l'IA et voilà. Et bien sûr, il y a souvent des déceptions, comme je le disais tout à l'heure, par rapport, par rapport aux présentations PowerPoint, où j'ai pas réussi à faire ce que je voulais finalement, alors que j'y croyais au départ. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo qui est déjà assez longue, quelques conseils pour bien utiliser l'IA. Alors des conseils très synthétiques, hein. Bon, ce slide, je viens de le faire, c'est extrêmement rapide, donc j'ai pas non plus réfléchi plus que ça, mais à faire vite, des fois on sort les meilleures choses, les choses qui nous viennent directement. Donc déjà, avant d'utiliser l'IA, il faut avoir quand même une idée relativement précise de ce qu'on veut, qui va nous permettre de la guider, même si on n'a pas tous les détails. Hein, on peut, c'est un peu comme en agilité, dans les méthodes agiles, on fait les choses par processus itératif, on n'est pas obligé d'écrire une spécification complète dès le départ parce qu'on va procéder par itération et puis voilà, remettre en question certains choix à certains moments, mais en tout cas il faut quand même avoir une vision de ce qu'on veut. Donc si on veut demander quelque chose à l'IA, il faut savoir à peu près ce qu'on veut, où on veut aller. Ensuite, ne pas être trop ambitieux. Donc si on est trop ambitieux, on risque d'être déçu. Donc voilà, commencer par des use cases simples. Alors en fait, ce slide de conseil, il est super. Je vois tellement de gens essayer d'utiliser l'IA et mal l'utiliser et ne pas y arriver et être déçu et s'énerver parfois ou patauger. Bon, c'est une grosse perte de temps. Donc suivez bien ces conseils, ils sont plus intelligents qu'ils n'y paraissent. Donc avoir une idée de ce qu'on veut, ne pas être trop ambitieux, apprendre à utiliser l'IA. Alors voilà, ça c'est un slogan de la pub Pirelli des années 90 que j'aime bien, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Effectivement, l'IA c'est un outil extraordinairement puissant. C'est génial, c'est incroyable, mais si on ne sait pas l'utiliser, eh bien, c'est comme si on avait une voiture hyper puissante et qu'on ne sait pas conduire. Si on ne sait même pas conduire, qu'on n'a jamais conduit de sa vie, on risque de se planter, d'aller dans le mur ou juste de ne pas savoir la démarrer. C'est pareil avec l'IA. Pareil, un avion. Alors la voiture, peut-être que beaucoup de gens savent conduire, mais imaginez, vous avez un super avion ou un vaisseau spatial ou que sais-je, comme dans les Avengers, mais vous ne savez pas le conduire. Vous n'allez rien en faire. Voilà. Ou vous allez peut-être risquer de vous cracher. Donc, faut apprendre à l'utiliser. Alors, comment apprendre à l'utiliser? Pour moi, la meilleure méthode, c'est de faire ses propres expériences, ses propres essais. Tu peux conduire à certaines déceptions à certains moments, mais voilà, faut avoir l'esprit ouvert, etc. En regardant ma chaîne, par exemple, voilà, c'est un bon conseil, je trouve. Bon, là, je vends ma propre production, mais il y a plein d'autres chaînes. Il y a énormément de chaînes YouTube. Alors, j'en ai pas tellement à vous conseiller parce que voilà, je regarde pas plus que ça, puis conseiller quelque chose, faut être sûr que c'est de bonne qualité, donc je sais pas trop quoi vous conseiller. Je suis sûr qu'il y a plein de chaînes excellentes sur YouTube sur le sujet, parce qu'il y en a tellement, de toute façon il y a forcément plein de chaînes excellentes. Donc voilà, donc je pense que ça c'est une bonne méthode, parce que sur YouTube on peut voir les exemples se dérouler sous nos yeux. Bon, après, il n'y a pas que YouTube, il y a certainement d'autres moyens, des articles, etc. Mais faites vos propres expériences, faites-les vous-même. Essayez d'utiliser l'IA pour résoudre un problème très concret, comme moi j'ai fait pour les templates de rétrospective, par exemple. Donc ensuite, faire étape par étape. Donc là, ça va un peu avec ne pas être trop ambitieux, j'aurais dû le mettre avant. Donc voilà, construire petit à petit avec l'aide de l'IA. Mais ça reste vous, le pilote de la situation, le pilote du projet. En fait, c'est comme si vous étiez un chef de projet. Et quand on est un chef de projet, on ne dit pas, alors dès le départ, fais-moi ceci, et puis l'équipe travaille pendant des mois, des années, et à la fin fait ce qu'on a voulu. Bon, ça peut arriver que ça se produise si on est en méthode waterfall et qu'on écrit une spécification complète dès le début, mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Avec les méthodes agiles, c'est un processus itératif avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup de corrections. C'est exactement pareil avec l'IA en fait. D'ailleurs, il y a un parallèle très intéressant à faire entre le mode de travail avec l'IA et les méthodes agiles. Donc, j'en ferai certainement une vidéo.
Et enfin, il faut corriger, recadrer l'IA au fur et à mesure. Tout ça, c'est lié. Ne pas être trop ambitieux, faire étape par étape et corriger, recadrer au fur et à mesure. Voilà, c'est la conséquence. Il faut être en mesure de corriger. Pour être en mesure de corriger, il faut être, entre guillemets, plus intelligent que l'IA sur un domaine. Même si moi, je lui demande à l'IA de faire des scripts de programmation dans des langages parfois que je maîtrise pas, par exemple en Python ou en Bash que je connais pas bien, mais j'ai quand même une culture de la programmation, du développement, je sais ce que c'est une boucle for, etc. Je suis capable d'analyser des problèmes. Donc ça, c'est une expression, entre guillemets, que j'ai inventée, c'est pas extraordinaire. Pour bien utiliser l'IA, il faut être plus intelligent que l'IA. Entre guillemets, bien sûr, voilà, c'est... Parce que l'IA est quand même un savoir extraordinaire qu'on n'a pas, mais il faut avoir une certaine forme d'intelligence, de compréhension. Et si on n'est pas plus intelligent, si on utilise l'IA pour faire des choses auxquelles on ne comprend rien de base, eh bien on va mal utiliser l'IA. Ah oui, dernier exemple, c'est que il y a quelques années, j'encadrais un alternant en programmation, donc il débutait dans la programmation, et au même moment, l'IA est apparue. Et j'ai dit à l'alternant, l'IA vient d'apparaître, ça a l'air génial, il faut absolument que tu l'utilises pour développer plus vite. Puis voilà, quand on est jeune, il faut utiliser toute la nouvelle technologie pour pas être dépassé, ça serait bête de s'en priver. Et donc il a essayé d'utiliser l'IA pour programmer, mais alors qu'il ne connaissait pas la programmation, parce qu'il débutait, il était en études, etc. Et en fait, il a pas réussi, ça l'a pas aidé, en fait, l'IA. Ça lui a généré des tas de codes qu'il ne comprenait pas, qu'il n'était pas en mesure de corriger, et finalement, ça l'a bloqué plus qu'autre chose. Donc après, je lui ai dit, j'ai compris, et alors que moi, quand j'utilisais l'IA, là, ça m'aidait de fou, comme disent les jeunes. Enfin, je sais pas si ça se dit encore, mais c'était extraordinaire. Je gagne un temps extraordinaire, mais parce que je sais déjà programmer, je sais un peu comment l'utiliser, puis j'ai fait mes propres expériences sur l'IA. Mais quelqu'un qui ne sait pas programmer à la base ne va pas programmer plus vite avec l'IA, ne va pas y arriver tout simplement. Il va se trouver bloqué. Donc du coup, le jeune alternant, je lui ai dit, ok, alors non, tu ne peux pas utiliser l'IA pour générer du code que tu ne seras pas en mesure de corriger. Donc je lui ai dit, n'utilise plus l'IA. Il faut d'abord apprendre à coder et utilise l'IA pour lui poser des questions, pour analyser ton propre code, ta propre production, mais pas pour te générer des tartines de code que tu seras incapable de maîtriser, quoi. Donc l'IA, c'est pas interdit en soi, hein. Moi je pense que ça peut même être un super outil d'apprentissage, mais faut savoir l'utiliser pour pas se perdre dedans, sinon ça peut être contre-productif et on peut perdre beaucoup de temps. Et bien sûr, moi en tant que Scrum Master, en tant que maître d'œuvre, j'ai envie de dire, ma principale préoccupation, c'est de produire des choses le plus efficacement possible, en s'embêtant le moins possible, le plus rapidement possible, hein. Voilà, pour être productif avec tous les outils qu'on a. Et l'IA, c'est un outil formidable, mais qui peut décevoir si jamais on ne sait pas l'utiliser. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous a intéressé ? Voilà, dites-le moi en commentaire, juste si ça vous a intéressé ou pas. Mettez-moi un pouce si jamais cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.